Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent en live pour cette 18e édition de votre journée du CSE. Nous sommes le mardi 4 février. Il est 10h32, les 2 petites minutes. Vous commencez peut-être à en avoir l'habitude, hein. On est un peu malheureusement friand de ces petites minutes de retard. C'est la mise en place, quelques aléas du direct pour l'installation avec mes 2 intervenants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une 18e édition de votre journée du CSE. Toujours cette fois-ci une petite nouveauté, on a changé l'heure de diffusion, on n'est plus disponible l'après-midi, on a décidé de faire ça plutôt le matin, donc changer un petit peu l'heure d'écoute. Et puis on a coupé, même si vous aviez l'habitude d'être sur LinkedIn, peut-être certains d'entre vous sont sur YouTube, puisque nous avons également une diffusion en live de cet événement sur notre page YouTube. Je suis très heureux de pouvoir de nouveau vous accueillir avec toujours cette même mission, hein, au sein de la journée du CSE, votre média web. Je donne la parole, je prends la parole et je la donne aussi à toutes celles et ceux qui ont des sujets, des expertises à partager pour tout ce qui gravite autour de l'entreprise dans sa globalité, avec quelques petites spécificités et un focus apporté également au comité d'entreprise. Donc, je m'adresse aux élus, aux membres des ressources humaines et aux dirigeants d'entreprise. Pour cette 18e édition, je garde toujours ce credo d'inviter des nouveaux experts. J'en ai 2 aujourd'hui. J'ai monsieur Thomas Roussineau, un avocat sur Paris, qui va vous faire le panorama des dernières actualités de l'environnement du CSE, avec tout ce que ça va impliquer comme conséquence sur l'année 2025. Il apportera également un focus très intéressant. Je sais que ça va peut-être parler à beaucoup d'entre vous. Quel est le degré, les règles de confidentialité de nos échanges personnels qui sont faits sur les outils professionnels? Dans les entreprises, on a souvent du Teams, on a souvent du Slack, on a également des échanges par mail. Quel est le degré de confidentialité de nos échanges qui sont sur ces outils-là vis-à-vis de notre employeur? Quel regard il peut avoir, lui, sur ces derniers? J'accueillerai ensuite à partir de 11h15, on a essayé de réduire un petit peu le temps de diffusion. À partir de 11h15, je recevrai Cédric Delomeni, coach consultant formateur, qui apportera lui un focus, on ne l'a pas encore travaillé, sur le rôle du CSE, quelles sont les prérogatives du CSE et des élus dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'entreprise, qu'on appelle aussi donc le PSE. Il a changé de nom régulièrement. Vous le verrez, on a lui pour comprendre ensemble les rôles des élus. Live sur YouTube, live sur LinkedIn, vous avez la possibilité toujours de nous poser des questions. Vous avez toujours la possibilité d'interagir avec nous. Je vois que vous le faites sur le chat. Bonjour Fabrice, j'ai l'impression donc que ça fonctionne. N'hésitez pas à nous communiquer peut-être votre ressenti, ce qui vous amène à participer à la journée du CSE. Il y a beaucoup qui nous suivent régulièrement, qui sont là à chaque fois. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous donner la parole. Je vais faire apparaître à l'écran monsieur Thomas Roussineau, monsieur Cédric Delomeni. Bonjour à vous deux, messieurs. Bonjour. Ça fonctionne. Bonjour Cédric. Je ne sais pas si tu avais activé ton micro. Voilà, ça commence. Bonjour Émeric, bonjour Thomas et bonjour à tous les auditeurs. C'est ça qu'on dit, voilà. Ça marche. Toujours les petits aléas du direct, mais on a l'habitude. On va commencer donc avec Thomas par rapport au panorama des actualités SE et les conséquences sur l'année 2025 avec le focus sur les règles de confidentialité. Cédric, je te retrouve. Tu peux bien évidemment rester connecté avec nous. J'aurai plaisir à donner la parole par la suite. Merci. À tout de suite. Et bonjour à tous. Thomas, tous les deux, bonjour. Oui. Alors, je te donne la parole pendant 45 minutes. Tu as l'habitude de faire des webinars. Tu en as fait un d'ailleurs il y a temps sur LinkedIn. Tu as une audience qui est assez large, hein, une belle source de diffusion. Et donc, tu as décidé de nous préparer une intervention sur le panorama des actualités du CSE. Je te donne la parole avec ton... Voilà, bah, tout marche bien, c'est parfait. Je vérifie que le support fonctionne. Oui, bah, écoutez, tout va bien. Bah, écoutez, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Alors, tout d'abord, une rapide présentation de votre serviteur. Donc moi, je suis avocat au barreau de Paris depuis 20 ans. Je suis docteur en droit. Je pratique le droit social.
en conseil comme en contentieux. Et donc, c'est une structure qui est à taille humaine, mon cabinet, donc qui permet une certaine réactivité, une relation privilégiée, et puis aussi des coûts maîtrisés. Je vous ai mis tous mes coordonnées sur le PowerPoint. Le PowerPoint vous sera adressé dans le cadre de la newsletter, d'ailleurs, hein, pour prévenir les éventuelles questions qui pourraient être posées à cet égard, mais il est à votre disposition. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous le voulez plus rapidement. Enfin, voilà. En tout cas, il vous sera envoyé dans le cadre de la newsletter Journée du CS. Écoutez, je vous ai mis mon site également et mon profil LinkedIn, étant précisé que, comme vous l'avez peut-être déjà constaté, je poste régulièrement des messages, enfin des posts d'actualité courante sur l'actualité de droit du travail. Voilà, 1 ou 2 fois par semaine. Voilà pour cette rapide présentation. Écoutez, moi, ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est les messages échangés sur le matériel professionnel, c'est-à-dire sur la messagerie mise à disposition par l'employeur. Donc, comment l'employeur peut s'en prévaloir, quel est le degré de caractère privé ou non de ces messages, et comment on peut ou non les produire en justice. Et donc voilà, on va d'abord voir les principales règles applicables, et puis après, on verra rapidement, on abordera ensuite rapidement, on verra rapidement les règles applicables, et ensuite on abordera 6 illustrations récentes, puisque voilà, la jurisprudence nous a donné ces derniers mois pas mal d'illustrations très intéressantes sur différents cas de figure mettant en œuvre ces règles. Et pour finir, on verra, après ces messages, après l'actualité de ces messages, on verra quelques autres actualités intéressantes du 2e semestre 2024 et début 2025. Voilà, écoutez, je vous propose de commencer tout d'abord par la production en justice de messages, donc sur l'ordinateur ou le téléphone du professionnel du salarié. Alors d'abord, il faut, avant de pouvoir aborder les illustrations, il faut d'abord voir quelles sont les règles en présence. Alors il faut savoir que les courriels, donc les emails adressés et reçus à l'aide de la messagerie électronique mise à disposition par l'entreprise pour son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur est en droit de les consulter hors la présence du salarié. Voilà, ça c'est le principe. Après, il y a des exceptions. La première exception, c'est s'il y a une disposition contraire du règlement intérieur. Et la deuxième exception, c'est si le salarié les a identifiés comme personnels. Je précise au passage qu'il y aura deux plages de questions-réponses. Après cet exposé des messages professionnels, il y aura et les illustrations, il y aura une plage de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas si c'est possible de les poser dès maintenant, au fil de l'eau, et je reprendrai ces questions. Oui. Au niveau de la plage de questions-réponses. Il y aura une deuxième plage de questions-réponses après les actualités qui suivront ce premier bloc. Donc voilà, donc 2 exceptions. Alors, donc voilà, donc l'employeur peut librement consulter un document non identifié comme personnel, un message non identifié comme personnel, mais il ne peut pas se prévaloir de son contenu si celui-ci relève de la vie privée du salarié. Donc, le salarié, il peut identifier les messages comme personnels, donc pour pas que l'employeur puisse les consulter hors sa présence, je précise hors sa présence, on va y venir. Donc, il peut les identifier comme personnels en indiquant personnel ou privé en objet ou en les classant dans un répertoire personnel. Donc, dans ce cas-là, l'employeur ne peut pas les consulter hors la présence du salarié, même si l'utilisation non professionnelle de la messagerie a été interdite. Voilà. Donc, sous peine de connaître le délit de violation du secret des correspondances. Et toujours dans ce cas-là, l'employeur, s'il justifie d'un motif légitime, il peut demander en justice la désignation d'un commissaire en justice, d'un huissier de justice, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, à cette fin, et le procès verbal établi par ce dernier, après ouverture du courriel en présence du salarié, donc de l'email identifié comme personnel par le salarié, donc on l'ouvre en présence du salarié, il peut être retenu comme preuve d'un manquement de l'employeur, de salarié, de l'intéressé à ses obligations, à une obligation découlant du contrat de travail. Deuxième série
de règles, c'est l'évolution du droit à la preuve. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais en fait, depuis 2023, des arrêts importants de 2023, les éléments illicites ou déloyaux peuvent être, dans certains cas, produits en justice lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et sous réserve, donc le juge fait un contrôle, une balance des intérêts en présence, et il faut que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Donc des éléments déloyaux, illicites, portant atteinte à la vie privée. Donc là, on le verra après dans une illustration. Dernière série de règles, avant d'aborder les illustrations, c'est la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié. Donc un fait tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier une sanction ou un licenciement disciplinaire dans 2 cas. Premier cas, s'il se rattache à la vie professionnelle du salarié. Alors, un exemple, des coups et blessures envers un subordonné à l'extérieur des locaux de l'entreprise, en dehors des heures du travail, mais à l'occasion de la récupération d'un véhicule de l'entreprise à son domicile. Donc là, il y a un lien avec la vie professionnelle. Deuxième exception, c'est la plus courante, si ça caractérise un manquement, le fait tiré de la vie privée caractérise un manquement à une obligation découlant du contrat de travail, comme par exemple une obligation de sécurité. Par exemple, un salarié ayant laissé son chien dans son véhicule sur le parking de l'entreprise de son lieu de travail pendant 3 heures. Donc là, a priori, on est dans quelque chose de plutôt privé, le chien dans le véhicule, dans le parking de l'entreprise, mais l'ayant laissé s'échapper. Et donc, l'animal a mordu une salariée qui sortait de l'entreprise. Donc là, manquement du salarié à une règle de sécurité, à son obligation de sécurité. Voilà pour le rappel des règles. On a fait le plus dur. Maintenant, on peut s'amuser un peu, on peut voir les exemples, les six exemples tirés de la jurisprudence récente. Alors, première illustration, c'est un message, donc une décision du 25 septembre 2024, c'est un message privé sexiste envoyé depuis la messagerie professionnelle. Donc, dans notre cas, il s'agissait du licenciement pour faute grave d'une salariée pour avoir notamment entretenu une correspondance électronique, enfin d'un salarié, excusez-moi, avec un subordonné et des personnes étrangères à l'entreprise grâce à la messagerie mise à disposition pour son travail. Ces messages à caractère privé, mais non identifiés comme personnels. Attention, c'est pas précisé qu'ils étaient identifiés comme personnels. Mais ces messages avaient une connotation, donc ils étaient à caractère privé parce qu'ils étaient échangés entre des membres de l'entreprise sans lien avec le travail. Ils avaient une connotation sexuelle avérée, mais ne constituaient pas des faits de harcèlement sexuel. Il s'agissait d'envois et de blagues et de photos pornographiques qui ne ciblaient personne, ça c'est important, qui ne ciblaient personne de l'entreprise en particulier. Alors là, comme critère qu'on a vu tout à l'heure, messagerie professionnelle, non identifiée comme personnelle, mais la Cour de cassation a considéré que les messages étaient quand même privés. Donc, vous avez des messages non identifiés comme personnels, mais quand même considérés comme privés, parce qu'il n'y a pas de rapport avec l'activité professionnelle. Et la Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas de manquement du salarié à une obligation de contrat de travail. C'était des blagues, aussi limites soient-elles peut-être, mais échangées entre collègues, caractère privé, sans lien avec le travail, et donc pas de manquement du salarié, et le licenciement a été considéré comme nul, car portant atteinte au droit au respect de l'intimité privée du salarié. Voilà pour la première illustration. Deuxième illustration, c'était une décision un petit peu de même nature, c'était des échanges racistes, cette fois-ci, sur la messagerie professionnelle. Donc là, on passe encore un degré. C'était une salariée d'une CPAM qui avait envoyé avec son courriel professionnel des messages à caractère raciste et xénophobe destinés à au moins 2 autres salariés. Alors, échangés entre salariés de la CPAM, mais pas contre d'autres salariés. Attention, ça ne visait pas d'autres salariés. Et elle avait été licenciée pour faute grave. Alors là, quels sont les critères ? Messagerie professionnelle, non identifiée comme personnelle, comme dans le cas précédent, nature privée des messages échangés entre collègues, sans lien avec l'activité professionnelle, et, comme l'a
considéré la Cour de cassation, pas d'incidence sur ses relations ou usagers, ses relations avec les usagers ou collègues. Donc, pas d'atteinte au principe de neutralité et de laïcité qui caractérise cet organisme public. Donc, message blague raciste, xénophobe, aussi scandaleuse soit-elle, échangé entre salariés de CPAM, ne visant aucun autre salarié. Et donc, la Cour de cassation a considéré que il n'y avait pas de manquement à une obligation découlant du contrat de travail. Message de nature privée, pas d'obligation, pas de manquement à une obligation découlant du contrat de travail, et donc pas de faute à reprocher aux salariés. Troisième illustration, là, c'était des SMS injurieux envoyés avec le téléphone professionnel. Donc, c'était un salarié qui avait été licencié en raison de textos injurieux pour le président, émis avec le téléphone professionnel et envoyé à 2 anciens salariés ainsi qu'au directeur d'exploitation. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme critère? Téléphone professionnel, non identifié comme personnel. Alors, je ne sais pas comment on peut identifier un SMS comme personnel, ça me semble peut-être un petit peu compliqué. Mais la distinction avec les 2 autres illustrations, c'est que là, ils étaient en rapport. Il faut l'écrire en fait à chaque fois peut-être. Comment ? Peut-être une prochaine question. Ouais. Comment ? Non, j'anticipe peut-être une prochaine question que j'avais, mais pardon, là il y a un petit décalage. Oui. Ma question c'était effectivement pour se prévaloir de tout ça, même pour un SMS, même si c'est bizarre, il faudrait commencer le SMS en mettant en majuscule personnel et ensuite développer son message, c'est ça ? Oui, pourquoi pas. Oui, puisque pour les mails, on met, privé dans l'objet, par exemple. Ben là, ça peut être, je pense que c'est une très bonne idée de mettre privé. Alors attention, privé, ça veut dire, si ça constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail, l'employeur pourra quand même les produire. Mais en tout cas, il ne pourra pas les consulter hors la présence du salarié. Oui. Donc là, dans notre cas, téléphone professionnel, non identifié comme personnel, mais dans ce cas-là, c'est que c'était en rapport avec l'activité professionnelle, puisque c'était des messages injurieux à l'égard du président. Donc il y avait un rapport avec l'activité professionnelle. Et la Cour de cassation a considéré que peu importe le fait qu'il n'ait pas été destiné à être rendu public. Donc là, on avait un manquement. Donc la production de ces échanges a été validée et on avait un manquement à une obligation du contrat de travail. On avait un abus de la liberté d'expression, puisque la liberté d'expression, le salarié a une liberté d'expression, mais il ne faut pas que les messages soient injurieux, diffamatoires ou excessifs. Ce sont les limites à la liberté d'expression du salarié, au passage. Donc voilà pour cette illustration. Ensuite, quatrième. Ça a donc enchaîné, oui. Ça a découlé sur un licenciement pour faute grave, c'est ça ? Alors, oui, c'était un salarié qui avait été licencié. Pour faute grave, je ne sais pas, mais en tout cas, il avait été licencié et ça avait été validé. Okay. Prochaine illustration, c'était cette fois-ci un compte privé Facebook installé sur l'ordinateur professionnel. Donc là, était en cause une capture d'écran faite à l'insu du salarié d'une conversation tirée d'un compte Facebook non fermé et installé sur l'ordinateur professionnel. Conversation au terme de laquelle le salarié sous-entendait auprès d'une collègue, dans des termes insultants, que la promotion dont avait bénéficié un intérimaire était liée à l'orientation sexuelle de l'intérimaire et à celle de son supérieur hiérarchique. Alors là, les critères. On avait un compte privé Facebook installé sur l'ordinateur professionnel. Bon, c'était un compte privé. Donc là, c'était de nature privée. Mais la conversation n'était pas destinée à être rendue publique. Et donc, la Cour de cassation a considéré que ça ne pouvait constituer un manquement à une obligation découlant du contrat de travail. Donc là, on avait quand même un rapport avec l'activité professionnelle. Hein. On avait, puisqu'on faisait état d'une promotion facilitée par un supérieur hiérarchique, etc. Donc, il y avait
comment dire, un rapport avec l'activité, professionnelle. Mais là, on était vraiment dans un compte Facebook privé. Donc là, c'était une activité privée qui devait rester privée, d'autant plus qu'elle n'était pas destinée à être rendue publique. Voilà. Cinquième illustration, c'était cette fois-ci des images issues d'un compte privé d'un réseau social. Donc c'était un compte privé, comme la dernière fois, comme le compte privé Facebook, issu d'un groupe Messenger privé. Et là, c'était une infirmière qui exerçait au sein des services d'accueil des urgences de nuit d'un hôpital, qui avait été licenciée pour avoir participé à des soirées arrosées au temps et au lieu de travail. Donc, soirée arrosée, l'infirmière était en maillot de bain, etc., au milieu des patients, vous voyez le tableau. Elle contestait la recevabilité de certaines preuves, comme des photos et des vidéos, donc sur le groupe Messenger privé. Alors là, les critères. On avait un compte privé d'un réseau social. Là, il n'y avait pas de lien avec le matériel professionnel. Hein. C'était un compte en ligne, compte privé d'un réseau social, auquel a pu avoir accès l'employeur, je ne sais par quel biais. Mais donc voilà, premier critère. Deuxième critère, alors là, c'est là qu'on fait intervenir les règles de preuve. C'est-à-dire qu'il y a une balance des intérêts en présence, c'est-à-dire que là, on avait un contexte privé, des images privées, mais d'un autre côté, il y avait l'intérêt de l'employeur à la protection des patients, l'intérêt légitime de l'employeur à la protection des patients. Et autre point, on a considéré que ces images étaient indispensables au droit de la preuve, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre moyen de prouver ces manquements de la salariée. Donc voilà, donc intérêt supérieur légitime de l'employeur à la protection des patients, pas d'autre moyen de prouver, donc indispensable au droit de la preuve, et donc ces preuves-là, même privées, ont été admises. Donc, du coup, illécéité du moyen de preuve, mais justifié par le droit à la preuve. Donc, on pouvait porter atteinte à la vie personnelle en raison de ces critères-là. Dernière illustration sur les messages. Alors là, cette fois-ci, c'était des messages personnels tirés de la messagerie personnelle qui avaient été imprimés et posés sur le bureau du salarié. La question, c'était est-ce que l'employeur pouvait les consulter comme ils étaient sur le bureau du salarié, donc matériel professionnel, est-ce que du coup, l'employeur pouvait les consulter hors la présence du salarié? Les critères. Message issu de la messagerie personnelle, donc privé. Même si c'est un support professionnel, ça reste comme le bureau, hein, voilà, il s'était posé sur le bureau, mais ça reste privé. La production était possible si ils étaient consultés en présence du salarié. Donc c'est comme s'ils avaient été identifiés comme privés. Là, ils sont de nature privée, et donc l'employeur ne pouvait les consulter que en présence du salarié, en justifiant d'un intérêt légitime, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, etc., etc. Sauf que le salarié l'employeur n'avait pas utilisé cette procédure, et donc la preuve a été considérée comme illicite. Et donc, à contrario, si l'employeur avait utilisé la procédure qu'on avait énoncée tout à l'heure, c'est-à-dire huissier de justice, commissaire de justice, on les consulte en présence du salarié, etc., etc., à ce moment-là, la preuve était admissible, mais il fallait que les messages constituent un manquement à l'obligation du contrat, puisqu'un élément privé, tiré de la vie privée, peut justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, mais si cela constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat. Alors, voilà pour cette première partie. Écoutez, si vous avez des questions... Alors, je vois qu'il y a... Non, il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a une question sur le replay. Je crois que le replay sera disponible juste après. Ensuite... Je t'ai fait afficher à l'écran une question par rapport au droit fonctionnaire, à savoir le droit hospitalier.
Alors, le droit hospitalier, ouais, c'est très particulier. Là, ce que je vous ai dit, c'est des règles issues du droit privé, c'est-à-dire du Code du travail et régies par l'ordre judiciaire, des juridictions de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire cour de cassation, cour d'appel, conseil de prud'homme, etc. Dans le contexte public, là, on a des règles qui sont très différentes, donc je ne suis pas sûr que ça puisse être transposé. Alors, je ne connais pas les règles qui sont applicables en matière dans un contexte public. Tout à l'heure, sur l'infirmière en maillot de bain, je pense que ça devait être une clinique privée, en fait, et pas un hôpital public. Urgence de nuit d'un hôpital, mais en tout cas, c'était un contexte privé, donc c'était peut-être une contractuelle. Et donc, une contractuelle, dans ce cas-là, c'est le droit privé qui s'applique. Si elle a été fonctionnaire, c'est peut-être probablement des règles différentes que je ne saurais vous exposer, puisque voilà, je pratique que le droit privé du travail. Voilà, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. J'en ai peut-être, moi, du oui. coup, puisque effectivement, on est donc 11 personnes sur YouTube, 40 personnes sur LinkedIn, donc on est un peu plus d'une cinquantaine. Je vous encourage, dans l'onglet commentaires, à pouvoir poser vos questions. On les fera afficher à l'écran, comme la question de Sabi qui vient d'être posée. Moi, j'en avais une, Thomas, puisque en fait, aujourd'hui, l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation des outils de communication, en soi, et ça prend même le pas quelquefois sur notre environnement professionnel, puisqu'on est ultra connectés. Conseillais aux salariés, donc en restant peut-être dans ce cadre privé, mais quel conseil tu as pour à la fois se protéger vis-à-vis du regard de l'employeur? En fait, je voulais savoir un petit peu comment tu pouvais conseiller les salariés dans leurs utilisations de ces messages interpersonnels ou non sur les outils professionnels. Ou alors, est-ce qu'il faut vraiment absolument pas le faire? Attendez, il est… Voilà. Il avait disparu. J'ai commencé, voilà. J'ai pris le relais. Est-ce que tu as pu entendre ma question? Oui, j'ai vu la question. Les conseils pour préserver le caractère privé des échanges. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je vois que c'est figé à gauche, là, mais je pense que c'est bon. Le caractère figé… Ouais. Non, le caractère privé des échanges, en fait, il faut les classer dans un dossier de la messagerie comme privés. Voilà, même s'ils ne sont pas identifiés comme privés, ils peuvent être qualifiés de privés si les échanges n'ont pas de lien avec la vie professionnelle. Donc, on est quand même couvert. Mais bon, la meilleure précaution, c'est les échanges que vous considérez comme privés dans la messagerie professionnelle. Dans la messagerie professionnelle, les échanges que vous considérez comme privés, il faut les identifier comme privés. Ça ne veut pas dire que l'employeur ne pourra pas les consulter, mais il ne pourra les consulter que en présence du salarié, avec un commissaire de justice, etc. Donc ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué pour lui, et il ne pourra les exploiter que s'il y a un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Donc, s'il y a des blagues entre vous identifiées comme privées, etc., entre salariés, aussi limites que puissent être ces blagues, s'il n'y a pas de lien avec l'activité professionnelle, si elles ne visent personne dans l'entreprise, elles ne pourront pas être invoquées. Donc voilà, le conseil, c'est vraiment penser à identifier comme privé vos messages. Est-ce que la messagerie du CSE est considérée comme professionnelle et peut être consultée par l'employeur? Alors ça, c'est une bonne question. Alors là, comme ça, j'aurais pas la réponse. Est-ce que la messagerie du CSE est identifiée automatiquement comme privée? Écoutez, je suis désolé, mais je ne saurais pas vous répondre comme ça directement. Écoutez, moi, parce que c'est une question qui est quand même intéressante et importante. Écoutez, moi, je vous propose, si j'ai la réponse, de l'intégrer dans la newsletter, comme ça vous aurez la réponse. Je regarderai parce que c'est intéressant et je regarderai. Je pense que de toute façon c'est rattaché à la nature même de l'activité de l'entreprise, puisque le CSE, même si c'est un organe à part entière, je pense qu'il est quand même directement rattaché à l'activité même de l'entreprise. Donc
consulté par l'employeur. Après, c'est une supposition et je n'aurai pas tout de suite la réponse, mais effectivement, bonne question. Si c'est rattaché à la messagerie professionnelle de l'entreprise, c'est pas parce que c'est la messagerie du CSE que c'est obligatoirement privé, identifié comme privé. Donc, je pense qu'il faut l'identifier comme privé. Voilà, écoutez, voilà pour cette première partie. Il reste, j'ai pas regardé l'heure quand on a commencé. Il reste combien de temps vingtaine de minutes pour voir combien de décisions c'est largement suffisant. Donc, maintenant, quelques décisions importantes de ces derniers mois. Tout d'abord, il y a une question qui arrive. De mémoire, c'est le président du CSE, l'employeur. Je crois qu'il peut, et là c'est coupé, mais qu'il peut avoir accès, j'imagine, à la messagerie. Donc oui, je pense. Je pense que ce serait logique. Même si elle est protégée par le secret du CSE. Ouais, écoutez, ça c'est un point. Je regarderai. On fera peut-être un petit point dans le cadre de la newsletter là-dessus. Ça peut être intéressant. Alors, première décision sur la rupture conventionnelle. C'était une décision qui mettait en jeu la modification du formulaire sans l'accord du salarié, mais avec des circonstances un petit peu particulières. C'est-à-dire qu'il y avait eu un refus d'homologation et l'employeur avait retourné à l'administration le formulaire modifié, donc l'employeur avait modifié le montant de l'indemnité, mais à la hausse, parce que l'administration n'avait pas validé le formulaire parce que l'administration regarde principalement si l'indemnité spécifique de rupture est au moins égale à l'indemnité conventionnelle figurant dans la convention collective. Donc l'administration calcule l'indemnité et si l'indemnité convenue entre l'employeur et le salarié est inférieure, à ce moment-là, la rupture conventionnelle est retoquée et il faut tout recommencer. Parce que là, l'employeur avait modifié, il avait renvoyé le formulaire en modifiant à la hausse. L'indemnité. Et donc, l'administration, du coup, avait homologué, on n'avait pas recommencé la procédure, il avait juste modifié le formulaire sans en informer le salarié. L'administration avait validé la rupture, elle avait homologué la rupture, sauf que le salarié avait considéré que son consentement était vicié. Il y avait une modification de date, aussi, de date prévue de rupture. Les délais ne devaient pas être bons, les délais sur le formulaire ne devaient pas être bons, donc il y a une modification de la date prévue de rupture, toujours sans en informer le salarié. Le formulaire avait été homologué, mais le salarié avait considéré que son consentement avait été vicié et il a agi en nullité de la rupture conventionnelle et il a eu gain de cause. Donc dans ce cas-là, même si il y a une modification en faveur du salarié et qu'il y a eu homologation, la rupture conventionnelle est sujette quand même à nullité. Il faut bien distinguer cette situation d'une autre situation où une autre décision, donc, où l'administration avait simplement demandé des explications sur certains montants de salaire. Donc, échange entre l'employeur et l'administration sur des explications sur le montant des salaires, mais sans modifier les montants mentionnés, donc sans modification. Et donc là, dans ce cas-là, la rupture avait été considérée comme valable et l'employeur n'avait pas eu à recommencer la procédure. Deuxième décision, alors très importante, surtout dans le contexte économique actuel, une décision sur le licenciement économique et en particulier sur les offres de reclassement. C'est-à-dire que, évidemment, le licenciement pour motif économique du salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement a été tenté, lorsque le reclassement ne peut pas être opéré. Donc, vous avez un article du Code du travail qui dispose que les offres de reclassement doivent préciser l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération, la classification du poste. Il doit y avoir tous ces éléments. Et s'il manque ne serait-ce qu'un de ces éléments, le salarié qui a ensuite été licencié peut contester son licenciement. Donc le salarié qui a refusé l'offre, du coup, et qui est licencié,
peut ensuite contester son licenciement avec succès, puisque là, l'offre de reclassement a été libellée ainsi. C'était un poste de magasinière en mentionnant la localité, avec reprise de votre ancienneté et au même niveau de rémunération. La Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas le nom de l'employeur, qu'il n'y avait pas la classification du poste, ni la nature du contrat, CDD, CDI, etc., temps complet, temps partiel. Et donc, les juridictions considéraient que l'offre n'était pas suffisamment précise. Voilà, deuxième décision. C'est intéressant. Ensuite, troisième décision sur... Je voyais Cédric oui. qui, puisque du coup j'ai sa petite caméra qui scrutait c'est sûrement quelque chose sur lequel on va revenir par la suite. Hein. On travaillera avec Cédric sur une intervention sur les offres de reclassement liées du à un PSE. Donc je le voyais scruter la slide, mais je pense qu'il pourra peut-être rebondir à la fin de ton intervention, Thomas. D'accord. Ensuite, donc vie privée, donc une décision sur le droit à la déconnexion. Là, dans cette affaire, c'était un salarié qui était en repos et l'employeur avait tenté de le joindre, enfin lui n'avait pas tenté de le joindre pour avoir son planning du lendemain, il était dans son dernier jour de repos et il n'avait pas tenté de joindre l'employeur pour avoir son planning du lendemain. Et l'employeur avait essayé de le joindre, lui avait envoyé des SMS et le salarié n'avait pas répondu. Et donc, il s'était pointé le lendemain en découvrant son planning de la journée, ce qui a posé problème. Et le salarié avait eu un avertissement. Donc, la Cour d'appel avait validé ces avertissements. La Cour d'appel avait validé ces avertissements, mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt en énonçant que le fait que le salarié n'ait pu être joint en dehors de ses heures de travail, là c'était sur le portable personnel. Donc la question qui reste ouverte, c'est si ça avait été sur le portable professionnel, qu'est-ce qu'il en aurait été? Mais je pense que la solution n'aurait pas été différente puisque le critère c'était vraiment le fait d'être joint en dehors ou non en dehors du temps de travail. Donc la Cour de cassation a considéré que le fait de ne pas pouvoir être joint en dehors des heures de travail, donc pendant les heures de repos, était dépourvu de caractère fautif. Donc là, c'est vraiment une décision rendue au titre du droit à la déconnexion. Nouvelle décision, c'est sur une demande tardive de congé sabbatique ou parental. Alors, quelles conséquences? Quelles conséquences pour le salarié? Est-ce que sa demande tardive de congé sabbatique ou de congé parental peut être admise? Est-ce que l'employeur peut la refuser en raison de ce caractère tardif? Eh bien, spoiler, la Cour de cassation répond non. L'employeur ne pouvait pas refuser. Donc d'abord, concernant le congé sabbatique, donc le salarié doit informer son employeur au moins 3 mois à l'avance de la date et de la durée du congé sabbatique. Et donc l'employeur doit y répondre dans un délai de 30 jours. Et à défaut, l'accord de l'employeur est réputé acquis. Eh bien, pour la Cour de cassation, l'employeur qui ne répond pas à une demande de congé sabbatique est réputé accepter tacitement le congé, même dans le cas où le salarié a formé la demande hors délai. C'est-à-dire que l'employeur s'était dit, bon, il a formé sa demande hors délai, je ne vais même pas y répondre. Tout ça va partir dans les sables, etc. Non. La Cour de cassation dit que même si le salarié y a répondu hors délai, l'employeur qui n'y répond pas est censé l'avoir accepté tacitement. Sur le congé parental, c'est la même chose. Oui. Non. Sur le congé parental, le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période de congé parental. Comment? Si tu as bien entendu la question, ça avait peut-être un petit peu sauté. Je voulais savoir... J'ai entendu AR. Oui, peut-être là, il y a une manière légale pour l'employeur d'y apporter une réponse. Ou ça peut être par exemple par la messagerie instantanée, ou ça doit être justement avec un AR. Comment il doit y répondre, l'employeur? Je pense que le mieux, c'est de procéder, alors soit par courrier remis en main propre. L'essentiel, c'est d'avoir, je ne suis pas sûr qu'il y ait des
comment dire, que ce soit le courrier recommandé qui soit imposé. Il faudra voir le texte, mais là, je ne suis pas sûr que ce soit le courrier recommandé qui soit imposé, mais s'il n'est pas imposé, dans ce cas-là, deux modes. Le courrier recommandé, on est sûr, d'avoir l'accusé de réception. Et voilà, il faut avoir un accusé de réception, hein, c'est ce qui compte. Donc, c'était l'intérêt du fax avant, mais bon, de toute façon, les salariés n'ont pas de fax. Hein. Voilà, mais du coup, le mail, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'accusé de réception. Et donc là, ça peut vraiment poser problème dans ce genre de situation. Donc, du coup, sauf si on demande un accusé de réception et que l'employeur est d'accord, clique sur accusé de réception, oui, etc. Donc, l'accusé de réception n'est pas automatique en matière de mail. Hein. Donc, le mieux, c'est de procéder soit par courrier recommandé, soit par courrier remis en main propre contre décharge. Donc là, on a un accusé de réception. Donc, voilà. Après, peu importe si c'est hors délai, comme on l'a vu. Mais donc, privilégier les modes d'information de l'employeur avec accusé de réception. Parce que du coup, l'employeur qui pourra dire moi je l'ai même pas eu cette demande. Vous me dites qu'elle était que je l'ai acceptée tacitement, mais je l'ai même pas eu. Donc voilà, faut faire attention à ça. Sur le congé parental, donc là le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période de congé parental. Si cette période débute immédiatement après le congé maternité ou d'adoption, le salarié doit informer l'employeur au moins 1 mois avant le terme de ce congé. Et dans le cas contraire, l'employeur doit être informé au moins 2 mois avant le début du congé ou du temps partiel. Et donc là, même solution pour la Cour de cassation, mais assez extrême quand même. Ne peut être refusée la demande de congé parental formulée seulement 5 jours avant la date prévue pour son départ, au lieu des 2 mois prescrits par la loi. Alors en matière de congé parental, de mémoire, l'employeur ne peut pas invoquer la perturbation de l'entreprise, contrairement au congé sabbatique, de mémoire. Et donc là, on est dans une situation assez particulière, parce que là, le salarié formule sa demande seulement 5 jours avant la date prévue pour le départ, et l'employeur ne peut pas la refuser, il doit s'organiser tant bien que mal. Voilà pour cette actualité. Ensuite, dernière décision, c'était en matière là de discrimination. Donc là, c'était un salarié qui avait écrit à son employeur pour se plaindre de propos racistes tenus depuis des mois par certains supérieurs hiérarchiques. Par ses supérieurs hiérarchiques, donc sur le lieu de travail. Par exemple, il y a des propos racistes, il y en a un qui saluait tout le monde sauf lui, etc. Et le salarié avait écrit à l'employeur pour signaler ça. L'employeur n'avait pas réagi. Dans ce cas-là, la question, c'était de savoir si si l'employeur pouvait être condamné pour discrimination. Alors là, la difficulté, c'est que le salarié s'était plaint de mesures, des propos racistes à son encontre, discriminatoires, mais il ne se plaignait pas de mesures discriminatoires de l'employeur, puisque ce que n'avait pas fait, ce que n'avait juste pas fait l'employeur, c'est de ne pas y répondre, de ne pas y répondre. Et le fait de ne pas y répondre, ça constitue, selon la Cour de cassation, une mesure discriminatoire. Et donc, la Cour de cassation, là, il y a un système de double preuve qui joue, c'est-à-dire qu'elle a considéré que le salarié présentait des éléments de fait relatifs à des agissements discriminatoires. L'inaction de l'employeur a été considérée comme un agissement discriminatoire, et donc, il appartenait à l'employeur ensuite de justifier de ces actes par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Alors, il y a eu des réactions au fil de l'eau, notamment surtout par rapport au droit à la déconnexion. C'est vrai que ça avait pas mal fait réagir. Je ne sais pas si tu as pu voir passer ces messages, peut-être remettre la slide liée au droit à la déconnexion. Oui. Alors, on avait une première question qui était par rapport au fuseau horaire qui était peut-être différent. Alors, j'ai pas la question. C'est fait afficher normalement à l'écran. Est aux US, par exemple. Si l'employeur est aux US, ce qui compte, c'est les horaires. Alors, attention, parce que là, sur une activité internationale, on peut être sur des salariés qui sont en forfait jour. Vous voyez ?
Et s'ils sont en forfait jour, il n'y a pas d'horaire strictement parlé. Donc, c'est peut-être plus souple, même si le salarié en forfait jour a quand même un droit à la déconnexion. Hein, on est d'accord là-dessus. Mais c'est peut-être moins strict là, je crois que c'était dans cette décision, c'était un chauffeur qui, bon, voilà, le chauffeur, il a des horaires bien circonscrits. Donc, on sait quels sont ses horaires et quels ne sont plus ses horaires. Sur une activité internationale par des cadres, employeurs aux US, etc., on va se caler sur les horaires français, c'est-à-dire que oui, mais l'employeur ne va pas avoir le droit de déranger, enfin, d'exiger que le salarié lui réponde en pleine nuit, quoi, sauf astreinte, sauf suggestion particulière pendant une certaine période, sauf activité particulière. Attention, il faut, je mets des guillemets à tout ça, mais il y a aussi un droit à la déconnexion, mais dans ce cas-là, c'est moins circonscrit que dans notre décision, puisqu'on était sans doute dans le cadre d'un forfait jour. Une question de Laura Chambon. Serait-il possible d'aménager les droits à la déconnexion ? Aménager le droit à la déconnexion afin que l'employeur puisse solliciter d'un salarié qu'il se tienne informé de son planning, même pendant son repos hebdomadaire. Alors, ce serait une charte, ça pourrait être une charte informatique peut-être sur le. Alors à ce moment-là, soumise au CSE. Là, il faudrait voir si on est dans des matières qui peuvent ouvrir, qui peuvent donner droit à la négociation. Voilà. Est-ce qu'on peut négocier sur le droit à la déconnexion? Là, je n'ai pas la réponse comme ça, mais c'est le raisonnement qu'il faut tenir en tout cas. Est-ce qu'on peut aménager de manière conventionnelle le droit à la déconnexion de l'entreprise, conventionnelle ou unilatérale, hein. Là, je n'ai pas la réponse comme ça. C'est une question qui peut se poser effectivement en fonction du secteur et en fonction de savoir aussi si on est dans un droit auquel on peut déroger de manière conventionnelle ou pas. Donc voilà pour ça. Ensuite, autre question, quand une salariée est en arrêt de travail, mais elle travaille pendant son arrêt de travail pour une autre société, comment faire? Merci. Alors là, je ne pense pas que ce soit sur le droit à la déconnexion. En fait, il faut savoir que quand vous avez un salarié qui travaille pendant son arrêt de travail, il y a manquement aux obligations vis-à-vis de la CPAM. Donc là, il y a une problématique entre le salarié et la CPAM. Mais pour que ça puisse être un manquement à l'obligation de déloyauté, il faut que le salarié travaille dans une entreprise concurrente et soit payé. Donc une activité concurrente rémunérée. Donc il faut pouvoir prouver que le salarié mène une activité concurrente rémunérée. Et dans ce cas-là, il y a manquement à l'obligation de déloyauté. Mais un salarié qui travaille, qui a une activité bénévole, par exemple, pendant un arrêt de travail, ou qui travaille pour une société qui n'est pas concurrente, eh bien, ça peut être surprenant, mais en tout cas, il n'y a pas de manquement à l'obligation de déloyauté. Il pourra y avoir un contentieux vis-à-vis de la CPAM par rapport aux IGSS. Là, il risque quelque chose par rapport aux IGSS. Et même par rapport à ça, j'avais une décision où il y a un salarié, donc là, ce n'était pas du travail, mais c'était du sport. Il avait fait, je ne sais plus, 25 compétitions de badminton pendant son arrêt de travail. La Cour de cassation a considéré que ce n'était pas un manquement à l'obligation de loyauté. Et d'ailleurs, faire du sport pendant un arrêt de travail, ça peut même être prescrit par le médecin du travail. Un arrêt de travail, ça ne veut pas dire je dois être alité toute la journée. Hein. Quand vous avez un arrêt de travail, notamment pour dépression, une manière de se soigner, ça peut être de faire du sport. Donc, c'est le fait de faire du sport pendant un arrêt de travail, c'est pas du tout contraire forcément aux obligations du salarié. Donc voilà, j'espère que je réponds à votre question. On va en prendre peut-être une dernière par rapport. Ensuite, il en reste deux. Peut-être qu'on peut garder oui, une des deux dans la newsletter qu'on fera parvenir du coup avec le support par mail. Mais du coup, parce que je vois Cédric quand même qui est prêt. Donc, celle que tu choisis, Thomas. Alors,
Pour un salarié en congé parental, comment le salarié a-t-il accès aux communications faites par l'entreprise, plus accès au PV du CSE? Là, il peut avoir accès. C'est pas parce qu'il est en congé parental qu'il est déconnecté en fait de ses outils de travail, donc ils peuvent avoir accès à l'intranet de l'entreprise. Hein. Donc non, je pense qu'il salarié en congé parental. Voilà. Est-ce qu'on a le temps de prendre la dernière ou ça va être compliqué Allez, si tu veux, Cédric est d'accord. Allez, on prend la dernière. Alors, un salarié forfait jour qui reçoit un mail, SMS d'info d'une réunion le mercredi 9h à 20h. Le mercredi 9h à 20h, la veille, et n'est donc plus dans l'entreprise. En fait, je ne comprends pas la question. Un salarié en forfait jour qui reçoit un mail d'info d'une réunion le mercredi. Et en fait, il l'a reçu la veille à 20h et donc il n'est plus dans l'entreprise. Est-ce que c'est considéré comme viable? Je pense que c'est ça. Ah oui, la réunion est à 9h et il reçoit le mail à 20h. Là, on est un salarié en forfait jour, hein, donc c'est beaucoup plus souple. Je dirais que on est un peu à la limite. Hein, on est limite. Ce serait 22h, je vous dirais, là, on est dans le droit à la déconnexion. 20h, bon, après, il faut voir quels sont les horaires habituels, enfin, comment dire, l'activité habituelle les responsabilités du salarié. Ça s'apprécie en fonction aussi des responsabilités du salarié et de sa, comment dire, de son amplitude habituelle en rapport avec ses responsabilités, quoi. Hein, voilà, mais on est peut-être dans un cas un petit peu limite. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Hein, et puis. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec toi, bonne suite de Thomas, par rapport à ton cadre d'activité, ton secteur d'activité, avocat en droit social, comment les élus de CSE peuvent te contacter et voir des sujets avec toi? C'est sur quel biais précisément? Vous avez mon téléphone que j'affiche ici. Vous avez mon mail. Voilà, vous pouvez me contacter par ce biais-là. Vous pouvez aussi m'envoyer un message LinkedIn. Il n'y a aucune difficulté, au contraire, quoi. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, quoi. Et avec Merci plaisir. en tout cas. Et puis, de toute façon, vous aurez le replay avec tout ça. Et puis merci d'avoir pu prendre le temps de préparer cette intervention, d'avoir pu accepter de prendre le micro près de la journée du CSE. On avait une grosse cinquantaine de participants avec quelques questions qui étaient très intéressantes, même si c'est toujours compliqué parce que ces questions sont très orientées sur l'activité même d'une entreprise. C'est un cas qui est souvent particulier, donc c'est souvent dur de se positionner. Mais en tout cas, merci à celles et ceux qui ont pu poser des questions et interagir avec nous. Je vais pouvoir donc à la fois te libérer, Thomas, mais surtout vous encourager, vous qui êtes toujours présent, à rester connecté en live sur la journée du CSE, sur LinkedIn ou sur YouTube, puisque Cédric Delobény va pouvoir vous présenter un travail qui est très intéressant et très complet. Vous allez le voir sur le rôle du CSE dans le cadre d'un PSE. On avait vu un tout petit peu très brièvement les offres de reclassement proposées par l'employeur au sein des salariés qui sont du coup en situation de licenciement économique. Il y a beaucoup de choses qui vont être partagées. Mais en tout cas, Thomas, merci. Je verrai ensuite avec toi pour qu'on puisse construire ensemble la newsletter et redonner toutes les informations essentielles à celles et ceux qui n'ont pas pu tout suivre ou qui ont encore des questions. Mais en tout cas, merci et puis à très bientôt, Thomas. Oui, à bientôt. Au revoir. Cédric, qu'est-ce que tu m'entends? Bonjour, Émeric. Ouais, super. Merci d'être. Très bien. Alors, en fait, à chaque fois, il y a un tout petit décalage entre le moment où je prends la parole et le moment où tu l'entends, mais on va essayer de jongler ça de manière habile. Bienvenue à toi qui prends la parole. Donc, pour la première fois au sein de la journée du CSE, c'est Cédric, coach, consultant, formateur. Tu avais par contre peut-être un support. Est-ce que tu peux le préparer le temps qu'on puisse bien démarrer ensemble ou alors je le fais de mon côté, c'est comme tu le souhaites? Je lance le PDF, du coup. Allez. Voilà. Il est là, regarde. C'est impeccable. Ouais, donc on a 45 minutes ensemble sur le rôle du CSE dans le cadre d'un PSE, plan de sauvegarde de l'emploi.
nom qui a donc évolué. Vous le verrez. Je te laisse te présenter. Tu as le temps de parole qu'il impose. On aura le temps aussi, donc, comme pour la première version avec Thomas Rossino, de pouvoir traiter vos questions, continuer à pouvoir les poser en commentaire sur YouTube, ça fonctionne, on en a eu, et donc sur l'encart LinkedIn. Tu as la parole, Cédric. Bonjour Émeric et bonjour aux auditeurs, et merci Thomas pour cette intervention sur les points juridiques qui était très intéressante. Voilà, donc moi je suis consultant formateur maintenant depuis 17 ans. Et je travaille sur différents sujets, plutôt en management général d'entreprise. Et une de mes particularités depuis 15 ans, je travaille effectivement dans ce qu'on appelle les contextes difficiles et sur les plans de sauvegarde d'entreprise à différents niveaux en fonction des situations. Et donc, tu m'avais sollicité pour peut-être donner quelques clés, quelques infos autour d'un sujet qui est souvent sensible. Donc, voilà, c'est un grand plaisir que j'interviens pour vous aujourd'hui, quoi. Merci. Du coup, on a ce petit décalage. Je ne sais pas si c'est moi. Léger, mais normalement, en tout cas, c'est assez fluide pour les auditeurs. J'ai eu des échos de mon côté. Normalement, on était bon. Ça devrait fonctionner pour faire diffuser, défiler les slides, peut-être. Du coup, alors là, j'ai mis un support que j'ai essayé d'être exhaustif, qu'on vous transférera après. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'aborder dans la précision tous les sujets. Et puis, comme on est sur LinkedIn, j'invite effectivement tout le monde aussi éventuellement à me couper, à faire part des questions au fil de l'eau sur ce sujet. Peut-être pour démarrer, voilà, redéfinir ce qu'est un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc là, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, le vocabulaire a changé. On parle bien de plan de sauvegarde de l'emploi, mais c'est assez important de bien avoir toujours en tête au départ, quand on définit un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'effectivement, finalement, ça se sait peu. On est bien pour un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est bien fait pour limiter, pour éviter que des licenciements soient présentés dans une entreprise, même si de manière globale, on retient les licenciements à différents niveaux. L'objectif d'un PSE, c'est bien de sauvegarder l'emploi et malheureusement, effectivement, à un moment donné, de s'occuper des licenciements que l'employeur ne pourrait éviter de prononcer dans le cadre d'une restructuration ou d'une cas de difficulté financière. Voilà. Donc là-dedans, le CSE a un rôle quand même central de par la loi, déjà, qui lui est donné de par la loi, surtout parce que l'employeur a une obligation d'être informé et consulté, le CSE, pardon, a l'obligation d'être informé et consulté par l'employeur sur deux aspects du plan de sauvegarde. D'abord, l'aspect projet de restructuration ou de réorganisation qui est envisagé par l'entreprise, et ensuite sur les mesures prévues pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, et pour faciliter les reclassements en interne ou en externe. Donc le CSE va jouer un rôle stratégique tout au long du plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'entreprise. Voilà. Le plan de sauvegarde de l'emploi, concrètement, ça se traduit par un document, bien évidemment, qui regroupe un ensemble de mesures destinées à limiter le nombre de licenciements, à favoriser le reclassement. C'est un document qui est obligatoirement transmis aujourd'hui à l'ADRETS, via un portail informatique de nos jours, mais qui en tout cas est sous l'égide de l'État au final. Et cette information circule à différents niveaux, au niveau départemental, au niveau régional ou au niveau national, en fonction de l'entreprise. Donc tout le travail d'un PSE se fait aussi dans un cadre finalement juridique qui est assez strict et sous l'égide effectivement des DRETS qui au final vont donner leur avis sur ce plan de sauvegarde et les mesures qui seront mises en œuvre par l'employeur. Tu m'arrêtes ou vous m'arrêtez au fur et à mesure des choses. Hein. J'essaye de
de voir un petit peu. Je reviens sur le cadre légal du plan de sauvegarde. Donc, effectivement, c'est régi par la loi, hein, dans le cadre du chapitre 3 du Code du travail, les licenciements pour motifs économiques. Donc, vous verrez sur le support, je vous ai mis les références de texte et les liens. Le plan de sauvegarde de l'emploi ne concerne pas toutes les entreprises. Il est facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés et si les licenciements touchent moins de 10 personnes sur une période d'1 mois. Ce qu'il faut comprendre, je l'ai noté comme ça, c'est qu'un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est le dernier recours juridique adapté pour faire face à des besoins ou à des enjeux de l'entreprise face à un contexte économique qui aujourd'hui évolue et peut évoluer vite et fortement. Ce plan de sauvegarde, il a un coût financier pour l'entreprise qui va être soit partiel pour l'entreprise en fonction du dispositif, soit total à la charge de l'entreprise. Donc il y a un phénomène sur le plan de sauvegarde, il y a un phénomène de report de la charge financière en fait sur l'entreprise et non pas sur France Travail ou sur les dispositifs d'État qui a été mis en place particulièrement sur les entreprises de plus de 50 salariés et sur les groupes de plus de 1000 salariés. Hein. Donc un PSE peut concerner des réductions d'effectifs avec un objectif quand même qu'il faut bien énoncer, c'est au final la pérennisation économique de l'entreprise. Hein. Ce qu'on oublie souvent quand on entend parler de structuration, c'est bien que l'enjeu, quel que soit le niveau, hein, quelle que soit la taille de l'entreprise, est quand même un enjeu de pérennisation de l'entreprise sur le long terme. Pour ça, le PSE peut être partiel sur une entreprise ou sur un groupe, c'est-à-dire ne concerner qu'une partie des activités ou des sites, ou il peut concerner la fermeture d'un ou de plusieurs sites en fonction des décisions stratégiques qui auront été prises par l'entreprise. Le PSE s'entend bien évidemment comme présentant des départs contraints ou des contraints dits pour motifs économiques. D'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de plan de sauvegarde de l'emploi, effectivement, sans plan de départ volontaire ou sans licenciement dit contraint. Il y a toujours une partie, effectivement, malheureusement, de mobilité externe. Voilà ce qu'on peut dire rapidement sur le cadre juridique pour revenir sur des éléments. Bien évidemment, si vous avez des questions, on pourra y répondre. Et comme c'était le sujet aujourd'hui, pour revenir au rôle central du CSE sur ces dispositifs, le rôle central du CSE sur un plan de sauvegarde va surtout être sur les avis obligatoires de par la loi qu'il doit rendre suite à l'information-consultation de l'employeur. Donc l'employeur, dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, va solliciter le CSE pour recueillir deux avis fondamentaux. Un avis sur les motifs économiques qui amènent à la restructuration de l'entreprise, qui doit être communiqué au CSE. Ça fait partie, bien évidemment, des motifs de consultation légale sur lequel le CSE va devoir rendre un avis formalisé. Et ensuite, le CSE va rendre un deuxième avis éventuel, parce que je reviendrai là-dessus, il y a une petite nuance, sur les mesures de reclassement mises en œuvre par l'entreprise. Donc la première grande étape d'un PSE, c'est la saisie par l'employeur, la convocation à une réunion qu'on qualifie de R1, dans lequel l'employeur va donner toutes les informations sur le projet de licenciement collectif en préalable. En préalable, aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on met en place ce qu'on appelle un R0, mais qui n'est pas réellement prévu par la loi, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que juridiquement, quand on est dans un R1, il y a un certain nombre de délais qui commencent à courir pour l'employeur et pour le CSE. Et donc, régulièrement, on voit apparaître dans les dossiers une réunion dite R0, une information préalable, je dirais un petit peu de préparation,
dans lesquels ces informations vont d'ores et déjà être transmises au CSE. Ces informations, il y en a 6 qui sont le cœur de l'information de l'employeur envers le CSE. La première, c'est là où les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à un plan de sauvegarde de l'emploi? Le deuxième élément, c'est le nombre de licenciements en départ volontaire ou en départ contraint qui vont être mis, que l'employeur envisage de mettre en œuvre à ce stade-là. Ensuite, les catégories professionnelles concernées et les critères proposés par l'ordre de licenciement pour mettre en œuvre ces licenciements qui sont envisagés. Le nombre de salariés permanents ou non employés dans l'établissement. Donc, l'employeur doit connaître très précisément sa masse salariale et le nombre de salariés au sein de son entreprise pour pouvoir mettre en œuvre le plan de sauvegarde. Il doit aussi prévoir un calendrier prévisionnel du plan de sauvegarde de l'emploi et un calendrier prévisionnel des licenciements. Et enfin, il doit faire part des mesures de nature économique envisagées à l'issue de ce plan de sauvegarde. Donc ça, c'est les 6 grandes informations qui sont transmises au CSE, dans le cadre d'un plan de sauvegarde. C'est vraiment à titre informationnel, c'est pour le moment juste consulté par le CSE, il n'a pas forcément un droit de réponse et l'employeur n'attend pas un droit de réponse, on est vraiment juste là pour informer en R0 de ce qui se passe. Voilà, le R0, c'est une réunion préparatoire. Alors je dis bien, elle n'a pas de cadre légal, elle n'est pas imposée par la loi. Je le dirais un petit peu comme ça, c'est préparer les partenaires sociaux, effectivement, à la suite et aux obligations qui vont venir, réexpliquer un petit peu les contextes, réexpliquer les échéances à venir. Elle se tient en général de 15 jours avant le R1. Sur ce R0, voilà. Mais tous les éléments qui seront transmis au R0 seront retransmis officiellement au niveau de cette première réunion qui est fondamentale. Okay. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Voilà. Ce qui va être demandé à partir du moment où on rentre en R1, c'est que le CSE doit formaliser des avis et il a un délai pour ce faire. Un délai qui va de 2 mois à 4 mois en fonction du nombre de licenciements qui sont prévus par l'employeur. Ces avis doivent être bien évidemment consignés par un procès-verbal. C'est un procès-verbal qui doit être précis et détaillé pour refléter les discussions et les avis exprimés. Et dans cet avis, c'est là où le CSE va faire part d'un certain nombre de propositions alternatives pour améliorer le plan de sauvegarde de l'emploi. Ces propositions peuvent inclure des suggestions pour la formation, la reconversion, des mesures de reclassement ou des mesures éventuellement de création de nouvelles activités, de mobilisation d'activités. Et ces avis, ils sont fondamentaux parce qu'ils peuvent en tout cas influer les décisions de l'employeur et dans certains cas conduire donc à des modifications du plan de sauvegarde de l'emploi pour répondre aux besoins des salariés. Donc le rôle fondamental du CSE, le premier rôle fondamental du CSE, c'est celui de formaliser ses avis. Ça peut être quelque chose qui est difficile pour les membres du CSE, les représentants du personnel. Et à ce R1, au R1, il faut savoir que le CSE peut demander, et l'employeur ne peut le refuser, l'assistance d'un expert comptable pour pouvoir être appuyé dans cette formalisation des avis et dans les propositions qu'ils vont faire. Hop, si je passe, excusez-moi, hop, le clic, j'ai un petit retour. Donc vous verrez sur le diaporama que je vous enverrai, il y a un certain nombre de précisions, peut-être qu'on reviendra sur les questions. Il y a 2 avis qui doivent être rendus par les membres du CSE. Un premier avis qui est sur l'opération projetée en elle-même, qui indique donc les raisons économiques qui conduisent à la réorganisation,
l'explication de la structure avant et après. Et donc là, l'avis du CSE consiste à finalement rendre un avis après avoir étudié la situation économique globale, la stratégie de l'entreprise, cette stratégie de réorganisation, et à donner son avis sur la conformité ou la non-conformité des processus mis en place pour le plan de sauvegarde et la pérennisation de l'entreprise. Donc, il peut y avoir déjà des premiers débats, effectivement, avec l'employeur autour de ces motifs. Il y a un deuxième avis qui doit être rendu par les membres du CSE sur le plan de sauvegarde en lui-même et les mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde. Ça, c'est un élément important puisqu'il faut savoir qu'en réalité, l'emploi, la sauvegarde de l'emploi, le reclassement, interne ou externe, j'y reviendrai peut-être après, est vraiment au cœur de l'emploi. C'est même, moi je dis quasiment la seule réelle obligation de l'employeur. Et donc il faut être, et cette obligation doit être bien évidemment très encadrée, très mesurée, très suivie, y compris par les membres du PSE. Donc là, c'est de s'assurer que tout a été bien mis en œuvre pour éviter les licenciements et, en cas de licenciement inévitable, pour que le reclassement puisse se faire pour l'ensemble des salariés qui se verraient licenciés à terme. Donc, c'est un avis très important. Alors, il y a une petite nuance ici, je vais revenir après sur la partie négociation, c'est que ce deuxième avis peut ne pas être soumis à la consultation du CSE si le plan de sauvegarde de l'emploi est, entre guillemets, négocié par un accord collectif avec les délégués syndicaux. À ce moment-là, c'est les délégués syndicaux qui vont porter l'avis sur cette deuxième phase, sur cette deuxième partie très importante du plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, pour dire ici, peut-être ce que j'ai oublié au départ, un plan de sauvegarde de l'emploi a un cadre juridique strict, mais se repose beaucoup sur le dialogue entre les partenaires sociaux, avec un champ des possibles qui peut être ouvert. Et là, il faut être très vigilant à qui a quel rôle très précisément au cours du plan de sauvegarde de l'emploi. Je ne vois pas de questions particulières pour l'instant. Je parle du coup un peu tout seul. Il y a un troisième volet aujourd'hui qui fait encore un petit peu, qui n'est pas trop éclairci, en tout cas que la jurisprudence a mis en avant ces derniers temps. C'est un éventuel avis du CSE sur la partie des risques RPS. Dans le plan de sauvegarde de l'emploi, une partie rédigée par l'employeur concerne les risques psychosociaux pour les salariés qui restent dans l'entreprise ou qui vont partir. Donc là, on retrouve tout le rôle fondamental du CSE, hein, qui doit avoir une extrême vigilance sur ces risques psychosociaux, sur la qualité de vie au travail, si on peut le dire comme ça. C'est un volet très important d'un plan de sauvegarde de l'emploi sur lequel le CSE peut être amené à rendre un avis, même si aujourd'hui la jurisprudence n'impose pas de manière spécifique un avis précis, un troisième avis, mais je pense que les jurisprudences évoluant et tous les débats autour des risques RPS aujourd'hui vont amener maintenant les employeurs à recueillir un troisième avis facultatif sur les risques RPS dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc là, la jurisprudence va peut-être nous permettre d'éclaircir dans les mois qui viennent ou les années qui viennent ce point juridique sur les risques RPS. En tout cas, dans un plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour limiter les risques psychosociaux au sein de l'entreprise. Ok. Donc, dans les rôles un petit peu particuliers qu'il peut y avoir pour le CSE, en cas de fermeture de site, rapidement, le CSE
donc l'employeur va avoir une obligation de trouver une solution à la fermeture du site qui peut passer par la revente ou par éventuellement du site, etc. Le comité social et économique doit être informé d'éventuelles offres de reprise ou offres de cession, et il peut aussi être actif dans cette recherche de repreneurs de sites dans le cas particulier d'une fermeture de site complète. Donc là, il va avoir un rôle éventuellement très actif pour trouver. C'est une obligation de participer à ces négociations éventuelles ou c'est simplement sur invitation de l'employeur? Ils vont être, s'il y a une fermeture de site, du fait qu'ils sont informés de cette fermeture de site, ils peuvent demander effectivement à participer de manière intégrante sur cette phase de recherche de repreneurs ou à formuler des propositions, oui. Alors, Ok. c'est facultatif, mais ils peuvent émettre un avis. Et j'ai envie de dire, souvent les comités socio-économiques, effectivement, sont actifs dans cette partie-là, sur la recherche d'éventuels repreneurs. Voilà. Ok. Mais ce n'est pas une obligation pour eux, mais ils le peuvent. Voilà. Ok. En tout cas, ils ont un devoir de vigilance sur les repreneurs, si je peux le dire ainsi. Voilà, le rôle central du CSE aussi, j'en parlais un petit peu sur l'obligation la plus forte au sens de la loi, le reclassement interne ou le reclassement externe, qui est un élément central. Là, les membres du CSE peuvent avoir un œil très particulier sur l'ensemble des mesures du reclassement. Peut-être où je reviendrai peut-être je reviendrai sur les étapes peut-être après. Se pose une question, voilà, pour aller sur un cas particulier, parce que la position du CSE peut être parfois ambivalente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a un plan de sauvegarde de l'emploi, le plan de sauvegarde de l'emploi peut être en réalité établi de trois manières par l'employeur, soit par un accord collectif majoritaire signé par les organisations représentatives, soit par un accord majoritaire partiel portant au minimum sur les mesures sociales du PSE et qui sera complété par un document unilatéral, soit par un document unilatéral élaboré par l'employeur. Ça veut dire que le choix d'une négociation sur un plan de sauvegarde de l'emploi appartient en totalité à l'entreprise. L'entreprise va choisir soit d'élaborer un document unilatéral qu'elle soumet pour avis, mais engage, j'ai envie de dire, 100% de sa responsabilité, et c'est ce document qui sera porté à l'avis de la DRETS, soit elle s'engage dans une démarche de négociation avec un accord collectif auprès des organisations syndicales. Le CSE, même si l'employeur choisit l'accord majoritaire, pardon. Ouais. Dans le cas d'un document unilatéral élaboré par l'employeur, on est vraiment sur presque, on pourrait dire, une décision qui est forcée par l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue social possible, pas de négociation possible. Est-ce que c'est souvent ça qu'entraîne, même si c'est un peu compliqué, mais est-ce que c'est ça qu'entraîne des manifestations, des blocages? Alors, je crois que depuis le temps, sur les PSE que j'ai pu faire depuis 15 ans, les manifestations, peu importe le cas de figure, que le document soit unilatéral ou par accord collectif, quand il y a des manifestations, les manifestations, elles sont légitimes parce qu'un plan de sauvegarde, c'est toujours anxiogène, voire violent. Quand une entreprise est concernée, en tout cas, ça génère effectivement forcément une dimension humaine très forte, une déstabilisation psychologique de l'ensemble des acteurs. Quoi qu'on en dise, perdre son travail, c'est quand même perdre une partie de sa vie ou avoir peur de le perdre. Donc, les manifestations ou les revendications sont plutôt liées à cet aspect émotionnel qu'autre chose. Après, il y a un rapport de force. Alors, le document unilatéral, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être négocié. En tout cas, c'est surtout le choix
est-ce que je cherche un accord collectif avec des partenaires sociaux qui sont des délégués syndicaux représentatifs des organisations, ou est-ce qu'effectivement je vais plutôt essayer d'imposer ma propre vision. Pour autant, il y a toujours une phase d'assouplissement à travers l'avis des CSE. Donc là, l'avis des CSE, dans le cadre d'un document unilatéral, peut avoir toute son importance parce que il va permettre peut-être d'avoir des évolutions sur ce document unilatéral qui sont plus favorables aux salariés. Ok. Donc ça, c'est effectivement une ambiguïté qui peut apparaître, mais effectivement, dans l'absolu, l'employeur peut décider de ne pas négocier. Voilà. Donc ça, c'est important. Quand il y a des délégués syndicaux, quand il y a une négociation d'accord collectif, ce sont les délégués syndicaux qui négocient et signent l'accord collectif qui constitue le PSE. Tandis que le CSE, lui, sera consulté et donnera son avis sur le projet. Donc là, effectivement, il peut y avoir cette nuance. S'il n'y a pas de délégués syndicaux dans une entreprise, la négociation revient au CSE. Ça, c'est certain. Après, ce qu'il faut comprendre quand même là-dedans, c'est que normalement, les représentants du personnel d'une entreprise sont affiliés à un syndicat professionnel et le CSE, de manière globale, en tout cas à travers ses représentants, à travers les représentants du personnel, va dialoguer avec les délégués syndicaux qui vont négocier l'accord. Logiquement, voilà, il y a un dialogue qui va se faire si les délégués syndicaux sont présents entre les représentants du personnel et leurs délégués syndicaux pour essayer effectivement, encore une fois, non pas remettre en cause le plan de sauvegarde, parce que ça, c'est très difficile, mais obtenir les meilleures conditions possibles pour les salariés qui vont être reclassés en interne ou en externe. Donc c'est là où effectivement le CSE a un rôle aussi un peu particulier pour aider les délégués syndicaux dans cette partie. Maintenant, sur la voie unilatérale, le CSE retrouve une position de plein droit sous l'égide de l'ADRETS qui va être importante. Pour peut-être préciser sur la négociation, j'avais fait une petite slide là-dessus. Les employeurs aujourd'hui sont quand même vivement incités à privilégier la négociation et la négociation par accord majoritaire. Cependant, la réalité fait que les employeurs peuvent être quand même assez frileux parce que l'accord doit être conclu avec les organisations syndicales représentatives ayant obtenu 50% des suffrages au premier tour des élections du CSE. Donc très souvent, on voit effectivement un document unilatéral plutôt qu'un document par accord majoritaire, parce que le cadre imposé est très rigide et pourrait remettre en cause la validité des accords qui sont signés et la validité de la négociation. Même s'il il peut décider de commencer à négocier pour ensuite peut-être rétro-pédaler et finir Exactement. Donc, dans la période d'information par un accord consultation, unilatéral. oui, dans la période d'information consultation, on fait part d'une proposition sur laquelle le CSE rendra un avis final, avec des propositions en général, dont l'employeur tiendra compte ou pas. À tout moment, effectivement, déjà à tout moment, les négociations peuvent s'ouvrir sur le contenu, en réalité, et à tout moment aussi, elles peuvent être refusées de la part de l'employeur qui peut se réfugier derrière un document unilatéral au final, au moment de faire valider par l'adresse. Et donc, le CSE, même si ça peut paraître parfois ambigu,
le CSE conserve quand même un rôle central, puisque systématiquement, les informations vont lui revenir. Et au final, c'est bien son avis qui va avoir une grande influence sur la suite des événements, si je peux le dire comme ça. Donc voilà, vous avez sur les slides, vous avez, voilà, je ne vais pas trop passer parce que j'en avais prévu pas mal, j'avais essayé d'être pas mal exhaustif sur pas mal de choses. J'avais une question, j'ai vu que Oui. Fabrice en avait une, mais j'avais une question par rapport à J'ai pas vu. la restitution des informations, la restitution Oui. d'informations des élus vers les employés, puisque du représentant du dialogue social, et ils doivent assurer le lien entre direction et salarié. Il y a peut-être une nature de confidentialité. Est-ce qu'ils peuvent tout dire de ces négociations et des informations qu'ils reçoivent de la part de l'employeur, ou il y a des prédispositions? Alors, les membres du CSE sont toujours tenus à leur obligation de confidentialité dans le cadre qui relève du cadre de leur mandat d'élu au sein du CSE. Donc, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre d'informations, effectivement, qu'ils ne peuvent pas communiquer, en tout cas pas tous les dialogues. Après, par définition, le plan de sauvegarde, le contenu du plan de sauvegarde, il est communiqué par définition à l'ensemble des salariés au fur et à mesure au final, après les avis. La question du dialogue avec les salariés, elle est complexe parce qu'effectivement, tant que rien n'est acté, c'est difficile d'avancer un certain nombre d'éléments de la part des représentants du personnel auprès de leurs collègues salariés. Pour autant, personnellement, j'invite quand même, et c'est quand même leur rôle, les représentants du personnel à dialoguer énormément avec leurs collègues de travail pour connaître leurs besoins, pour connaître leur état d'esprit, pour connaître un certain nombre d'éléments. Donc, il y a effectivement une ligne à ne pas franchir qui est la ligne de la confidentialité sur un certain nombre de sujets et le délit d'entrave aussi, qui peut être important. Mais au sein du CSE, on a des représentants du personnel qui doivent aussi un dialogue à leurs collègues à travers leurs fonctions. Hein. Entre les délégués syndicaux, éventuellement en cas d'accord majoritaire, les informations qui sont communiquées par l'expert comptable qui expertise la situation vont être quand même transmises aussi aux délégués syndicaux pour que les délégués syndicaux puissent pouvoir faire aussi leur travail de négociation. Ouais, okay. Voilà. Il y a un certain nombre de jeux, effectivement, qui se passent durant cette phase d'information, consultation, qui peut être effectivement, sur lequel il faut être en vigilance parce qu'il ne faut pas franchir certaines lignes rouges. Et en même temps, on est bien dans un rôle aussi de représentation. Tu avais reçu une question ici, je te la fais afficher à l'écran. Oui. Un membre du bureau du CSE qui est élu sans syndicat, est-ce qu'il a le même droit qu'un membre du syndicat? Puisque tu avais dit que c'était d'abord, du coup, effectivement, les syndicats qui devaient signer et en l'absence de syndicat, ça revenait au CSE. J'imagine que c'est dans ce cadre-là. Oui, alors, c'est vrai que j'ai pris un raccourci tout à l'heure en disant qu'effectivement, par définition, un représentant du personnel était affilié à un syndicat. Ça peut ne pas être vrai, effectivement, mais bien évidemment, il a exactement les mêmes droits. Hein. Ce qui va se passer surtout pour lui, c'est qu'en général, quand un représentant du personnel est affilié à un syndicat, il va bénéficier aussi du soutien d'un certain nombre de moyens de la part de son syndicat, alors que si vous n'êtes pas effectivement syndiqué, vous ne bénéficierez pas de ce soutien. Après, il aura accès exactement aux mêmes informations qui sont communiquées par l'employeur. Si un expert comptable est nommé, il aura participé au vote et il aura accès à ces informations. Donc, il a exactement les mêmes droits que les autres. Ouais. Sur cette partie-là, oui. C'était Fabrice, c'est ça, c'est une question de Fabrice. Oui, c'est ça.
Hein, on déroge pas là-dessus, quoi. J'avais fait une petite slide, effectivement, pour bien replacer l'obligation sur lequel, en fait, le degré de vigilance est traditionnellement le plus important. C'est ces obligations autour de l'emploi avec le plan de reclassement. Il y a deux obligations pour l'employeur. D'abord, l'obligation de reclassement en interne. Donc, dans le cadre d'une entreprise ou dans le cadre d'un groupe, l'employeur doit d'abord tout mettre en œuvre pour pouvoir reclasser en interne les salariés touchés par la restructuration. Ce qui peut parfois prêter débat parce que si on est dans un groupe à l'international, effectivement, un certain nombre d'offres d'emploi peuvent être proposées dans d'autres pays ou autres. Donc ça, on l'a vu sur un certain nombre de dossiers. Et puis, si on ne peut pas procéder au reclassement interne, à ce moment-là, il faudra envisager un reclassement à l'externe. Voilà. Donc, toute une partie, en réalité, du PSE, quand on parle de négociation, et de négociation ou pas, se fait en réalité, effectivement, autour de ces mesures de reclassement. Donc là, j'avais fait un petit tableau sur lequel vous verrez sur ce qui peut être le cœur des dites négociations. Donc, l'employeur pour les entreprises de plus de 1000 salariés et les entreprises de moins de 1000 salariés, c'est les deux grandes situations qu'il peut y avoir. De toute façon, la proposition de mobilité interne au sein de l'entreprise ou du groupe est une obligation, peu importe la taille de l'entreprise. Et ensuite viennent des obligations de reclassement effectif à travers soit un congé de reclassement, soit un contrat de sécurisation professionnelle. Là-dessus. Ce qui change, c'est les acteurs. D'un côté, la CSP est régie par France Travail, hein, il est sous-traitant de France Travail, ou par un cabinet de reclassement externe. Faut savoir quand même une chose qui n'est pas suffisamment sue, c'est que même quand on est dans une entreprise de moins de 1000 salariés, l'employeur peut compléter le dispositif CSP par un accompagnement supplémentaire avec un cabinet de reclassement, par exemple. Hein. J'ai juste une question qui m'est venue. Quelle est la différence entre le reclassement et la sécurisation de l'emploi? Alors, j'ai envie de dire le terme. Alors, le congé de reclassement, pour une entreprise de plus de 1000 salariés, il est à charge de l'entreprise qui va faire appel à un cabinet de reclassement. Et pendant ce congé de reclassement, il n'y a pas d'inscription à Pôle emploi. Le salarié est officiellement encore salarié de l'entreprise. Il est simplement exonéré de sa charge de travail et il va percevoir une indemnité de reclassement. Voilà. D'accord, ok. Et ça sera géré. Donc là, il peut y avoir voilà, ce qui va changer aussi, c'est que la CSP, on est sous l'égide voilà, des règles de France Travail, avec un plan en fonction de l'ancienneté, mais une CSP en général, ça dure 12 mois, un contrat de sécurisation professionnelle sous l'égide de France Travail. Et dans le cadre d'une entreprise de plus de 1000 salariés, là, on va négocier éventuellement le congé de reclassement qui doit avoir un minimum légal de 4 mois et qui peut être porté jusqu'à 12 mois avec les préavis, ou de 24 mois pour les formations de reconversion possibles. Donc, parmi les négociations, souvent, la durée du congé de reclassement, effectivement, est un des éléments qui va être négocié à différents niveaux avec l'entreprise. Au-delà du congé de reclassement, c'est à ce moment-là, éventuellement, il y aura une bascule à France Travail. Sachant que l'objectif d'un congé de reclassement, c'est de ne pas basculer à France Travail, justement. C'est que le reclassement soit effectif dans ce délai de congé de reclassement.
Donc là, vous avez un certain nombre d'éléments financiers. Voilà, c'est là où j'avais mis à charge de l'entreprise. Voilà, hop, là vous avez à peu près les éléments de négociation. Dans le cadre des négociations, souvent ce qui est négocié, c'est une partie rémunération, en tout cas une partie indemnité. Donc il y a durant le congé de reclassement, une indemnité de reclassement qui peut être relevée par accord pendant les négociations. Cette indemnité de reclassement, elle a un minimum de 65% du salaire brut fixé par la loi. Elle peut être relevée donc par accord pendant les négociations. Et souvent, ce qui se négocie, c'est ce qu'on entend un peu parler souvent dans les médias. Ce qu'on va entendre parler, c'est une négociation autour d'indemnités supralégales de licenciement à venir. Ensuite, un certain nombre d'éléments vont être négociés dans le cadre d'un groupe de plus de 1000 salariés qui sont moins négociables dans la partie CSP, puisque la partie CSP relève de Pôle emploi. Et là, dans le cadre d'un congé de reclassement, l'employeur, et c'est souvent sous l'avis du CSE, va choisir un cabinet de reclassement. On va rédiger, on va négocier des contenus d'accompagnement auprès du congé de reclassement. On va négocier un nombre d'offres valables d'emploi qui doivent être présentées aux personnes qui sont en cours de reclassement. Donc les OVE, notre Thomas tout à l'heure nous a rappelé les obligations de 6 critères fondamentaux quand on communique une offre d'emploi à une personne en cours de reclassement. On va négocier des budgets alloués aux formations courtes, formations longues. On va négocier des budgets éventuellement à la création ou la reprise d'entreprise. On va négocier des critères et des conditions de mise en œuvre des budgets. On va négocier des suivis réguliers dans le cadre de ce congé de reclassement. On va négocier aussi un certain nombre de particularités liées au congé de reclassement, des dispositifs éventuellement spécifiques pour les salariés fragiles, pour les salariés proches de la retraite. On va déterminer des catégories socio-professionnelles dites les critères d'ordre de licenciement. On va définir des critères de projet de reclassement, des critères valides de projet de reclassement. On va essayer de faciliter les mobilités emploi avec des aides à des entreprises locales, par exemple, des compensations de perte de salaire, des primes de retour à l'emploi rapide, la possibilité de cumuler des dispositifs éventuels, formation, par exemple, les créations d'entreprises. On va négocier des aides à mobilité, des aides au suivi de dispositifs de formation, des aides aux conjoints et des aides financières aux futurs employeurs. Voilà. Donc, dans le cadre des entreprises de plus de 1000 salariés, il y a un ensemble de critères qui peuvent relever de ce jeu de négociation qui vont être rédigés soit dans le document unique, soit dans les accords collectifs, et sur lesquels on essaye de se mettre d'accord. Dans le cadre d'une CSP, on ne peut pas négocier un grand nombre de critères. Donc il y avait des vigilances éventuellement particulières quand on négocie sur les risques RPS. J'ai fait une allusion tout à l'heure sur le refus de la DRET. Dans les reclassements, on ne peut pas prendre en compte des projets personnels, on ne prend en compte que des projets professionnels. Et dans le cadre d'un plan de départ volontaire, on peut avoir une exclusion du retour à l'emploi en cours de concrétisation ou un refus du statut de la micro-entreprise en tant que projet de création d'entreprise, qui sont quasiment rejetés systématiquement dans les accords ou par l'adresse. On ne peut pas en profiter pour faire une reconversion professionnelle sur du reclassement, c'est ça, quand tu parlais de projet personnel? Alors si, c'est fait pour pendant le congé de reclassement, on va faire une reconversion professionnelle. Mais une reconversion professionnelle, ça consiste aussi souvent en un parcours de formation longue. Ce qu'on appelle des projets personnels, effectivement, c'est des projets qui n'auraient pas de dimension professionnelle ou de dimension entrepreneuriale. Voilà, on peut pas décider, quoi. Ou des projets dont on ne peut pas démontrer une viabilité professionnelle.
Donc ça, voilà, on ne peut pas dire je prends des congés sabbatiques, je pars à la plage. Voilà. Ça, c'est des sujets qui sont. On est forcément orienté sur du professionnel. Après, vous verrez dans le document, je vous ai fait tout un tas de focus sur les fameux critères d'ordre de licenciement. Donc, quand on est sur des fermetures partielles, effectivement, si pour les licenciements qu'on ne peut pas éviter, ça peut être le cas aussi pour les mobilités internes ou les départs volontaires, on va définir un certain nombre de critères qui vont permettre de déterminer les mobilités de manière effective et de protéger aussi parfois certains salariés. Donc, c'est des critères légaux qui sont systématiquement rédigés de par la loi et qui sont encadrés par la loi par contre, et qui donnent lieu souvent aussi, là, encore une fois, à des échanges entre les partenaires sociaux sur ces catégories, quoi. Donc après, vous verrez sur le document un certain nombre de focus que j'ai pu faire, où il y a beaucoup d'informations exhaustives avec des références. Et donc, si vous avez un certain nombre de territoires, une petite précision sur le suivi du PSE. Souvent, dans les PSE, on a une commission de suivi. Il faut savoir qu'elle n'est pas réellement régie par la loi, elle est optionnelle. Il doit y avoir un suivi parce que c'est sous l'égide de l'État, et donc l'État, notamment la DREETS, demande un bilan de mise en œuvre effective à l'issue des mesures de reclassement, à la fin du dispositif. Mais très souvent, ce qu'on voit aussi, c'est un rôle central, là aussi, du CSE dans la commission de suivi, dans le suivi du dispositif au fil du temps. Et donc, pour ça, on peut mettre en place une commission de suivi. Si on en met une en place, c'est bien de pouvoir mettre cette commission de suivi le plus rapidement possible en œuvre pour pouvoir suivre l'ensemble des évolutions du plan social. Donc, cette commission de suivi peut avoir une importance pour sécuriser les parcours et pour s'assurer réellement des reclassements qui ont été mis en œuvre, des moyens pour la surveillance aussi. On parlait du cabinet de reclassement, la surveillance du travail réalisé par le cabinet de reclassement. Donc là, j'ai fait un peu le tour peut-être en premier jet des différentes mesures. Peut-être qu'on peut répondre aux questions s'il y en a ou plus. C'est un projet qui prend combien de temps, un PSE, pour une entreprise, on va dire? Parce que j'imagine que c'est forcément beaucoup corrélé au nombre de salariés, mais sur une entreprise de taille intermédiaire, 200-250 salariés, ça prend combien de temps de mettre en place un PSE? Alors, la mise en place, déjà, il y a toujours un travail préparatoire de l'entreprise. Alors là-dessus, ça peut être un travail sur 6 mois, sur 1 an. Souvent, le plan de sauvegarde de l'emploi découle d'une vision stratégique de l'entreprise, d'évolution économique, technologique. Donc ça veut dire que c'est un travail au niveau du COMEX, au niveau du CODIR, assisté par peut-être des cabinets externes en termes de stratégie, qui se pose la question de la mobilité de l'entreprise sur ces DAS. Donc ça peut être plus ou moins long. Il faut une vision d'entreprise. Il y a un travail préparatoire au sein de la RH, des services RH, parce qu'il faut identifier très précisément les catégories professionnelles. Il faut avoir une très bonne connaissance de sa GEPP, des postes impactés par la restructuration, des conditions de chacun. Et donc ça va permettre aussi d'établir les fameux critères d'ordre de licenciement ou de départ volontaire ou de mobilité interne. Donc le travail peut se faire, il n'y a pas de règle, c'est un travail de vision. Et puis après, il y a cette étape de négociation, qui peut, une fois que le R1 est enclenché, déjà, il y a ces 2 mois maximum selon la situation pour que le CSE rende son avis. À partir de là,
s'enclenche petit à petit la mise en œuvre des mesures du plan de sauvegarde. Et donc, en fonction des négociations, des propositions qui ont eu lieu, on va de 4 mois à 12 mois pour la mise en œuvre du PSE. Donc, un plan de sauvegarde de l'emploi, ça peut aller de 6 mois jusqu'à 2 ans pour aller au bout du dispositif, quoi. Mais surtout que plus le dispositif prend du temps, plus ça coûte à l'entreprise qui doit continuer d'assurer le versement des salaires. Alors, elle doit assurer, alors s'il y a un congé de reclassement, elle va assurer les indemnités de reclassement. Pour une entreprise de moins de 1000 salariés par effet de groupe, les salariés vont basculer en CSP. Donc là, l'entreprise n'est redevable que de l'équivalent du préavis à France Travail. Elle va donner en termes financiers. Elle ne prend pas à charge l'accompagnement. Bien évidemment, il y a un coût financier pour l'entreprise, quoi qu'il arrive. Il y a un coût moral aussi sur l'entreprise qui peut être plus ou moins important. Et bien évidemment, il y a un jeu entre le fait que l'entreprise cherche à ce que le plan de sauvegarde de l'emploi lui coûte, entre guillemets, le moins cher possible, et des représentants du personnel ou des salariés qui vont chercher à faire payer l'entreprise, etc. Il faut trouver un juste milieu là-dedans. Il y a quand même le coût financier est quand même d'un plan de sauvegarde est quand même beaucoup axé sur la capacité à reclasser les salariés en interne ou en externe. Ouais. J'ai une question qui peut peut-être paraître, je sais pas, sensible, mais est-ce que l'entreprise pourrait décider de mettre en place des critères, entre guillemets, discriminants dans le cadre de son PSE, c'est-à-dire, par exemple, se séparer de tous les salaires les plus élevés ou de tous les seniors? Est-ce qu'il pourrait décider de faire des choses ainsi? Alors, pour rappel, l'entreprise ne peut pas discriminer. On est sur les règles discriminatoires. Dans le champ des critères qui vont être énoncés, sont visées surtout des catégories de travail en premier lieu. Donc, de manière directe, elle ne peut pas viser un niveau de rémunération. Elle doit viser, parce que la réorganisation qu'elle souhaite mettre en œuvre le nécessite, des postes de travail, des critères socio-professionnels qui sont très précis, régis par la loi et non discriminants. Ou s'il y a discrimination, elle ne peut être que positive, si je peux dire. Okay. Puisque même si on n'est pas aux États-Unis, ce qu'on peut retenir, c'est ça. Donc normalement, chaque poste supprimé doit être justifié pour une raison économique, technologique ou technique dans le cadre de la restructuration. Dans le cadre de ton activité et les expériences que tu as eues, est-ce qu'il y a peut-être un cas assez spécifique qui est ressorti? Est-ce que tu retires, pas une anecdote, mais peut-être un fait marquant dans les PSE et les entreprises que tu as accompagnées? Alors là, pour le coup, dans mes obligations de discrétion, tu vois, j'ai cité aucun exemple, mais parce que c'est un sujet sensible. Mais moi, ce que je retiens des plans de sauvegarde de l'emploi et ma partie à moi, quand je viens en assistance, soit de l'entreprise, soit du CSE, ou que j'interviens en termes de cabinet de reclassement, je peux intervenir sur les 3 leviers en fonction des situations. C'est là où on retrouve quand même dans l'entreprise dans le cadre des PSE, on trouve une dimension humaine qui est très forte. Où il y a toujours beaucoup d'émotions, quel que soit le côté, y compris pour les dirigeants d'entreprise. C'est des moments révélateurs qui peuvent être parfois effectivement difficiles, voire violents pour certains. Tout à l'heure, tu parlais de manifestations ou autres, j'en ai vécu sur certains sites. Mais on retrouve là, dans ces moments-là, une dimension humaine très particulière. Et ça, c'est le cœur du sujet quand même sur ces parties restructuration. On en revient à une dimension humaine.
et c'est facile pour personne, et il faut beaucoup de dialogue, et on voit aussi des beaux projets dans le cadre des plans de sauvegarde de l'emploi. On voit beaucoup de beaux projets. On voit des personnes se transformer, aller vers des projets de mobilité, des projets entrepreneuriaux, on voit des transformations d'entreprise, de reprise, et toujours avec une dimension fondamentale sur les motivations humaines, sur les projets humains, sur les émotions, quoi. Ouais. Et je voulais aussi rebondir peut-être sur une dernière chose. Vous avez toujours la possibilité, il reste encore une trentaine de participants, de poser vos questions. Mais par rapport à la confidentialité d'un PSE, puisque une fois que le PSE est fait, est-ce que ça devient du domaine public? Puisque souvent, on voit les syndicats qui partagent dans des médias des lettres d'information. Qu'est-ce qui ressort d'un PSE? Est-ce que tout est cloisonné ou est-ce que des informations peuvent être diffusées? Alors, normalement, tant qu'on est dans la phase d'information-consultation, Oui, beaucoup de choses doivent être cloisonnées. S'il y a oui, un dialogue, il y a un dialogue interne au sein de l'entreprise. Maintenant, quand il y a un plan de sauvegarde de l'emploi, il y a une annonce officielle. Cette annonce, elle est souvent relayée à l'extérieur de l'entreprise, elle est souvent relayée au sein des territoires, elle peut être relayée dans les médias, effectivement. Voilà, donc il y a l'employeur doit informer le CSE quand il envisage un PSE, il doit informer la DREETS, les services de l'État. Et à partir de là, effectivement, il y a toujours des choses qui sortent sur la place publique. Malheureusement, souvent beaucoup de choses fausses. L'enjeu, souvent, est autour des négociations, des primes, etc., quand il y a des choses qui sortent. Il y a un aspect, je reviens sur l'aspect émotionnel, hein, une entreprise qui ferme sur un territoire, c'est beaucoup d'inquiétudes chez les élus, au niveau local, etc. Donc, on a toujours beaucoup d'impacts, malheureusement, souvent non maîtrisés de tous les côtés. Voilà, et nous, à notre niveau, quand on intervient en termes de conseil, par exemple, sur la partie tant que le PSE n'a pas été validé par la DREETS, on évite de communiquer tout ce qui relève des mesures, tout ce qui relève des critères d'ordre, tout ce qui relève des raisons, puisque par définition, tant que la DREETS n'a pas validé le PSE, il peut être encore mouvant, les critères peuvent être changés. Donc, on évite dans cette partie-là de communiquer au maximum sur les choses, quoi. ok. Mais malheureusement, ça filtre, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a des choses sur lesquelles les syndicats, on ne maîtrise plus forcément après ce que vont communiquer les syndicats. Et tu disais le caractère faux. C'est vrai qu'il peut rapidement, mais en soit de tous les côtés aussi, hein, l'employeur aussi peut faire ça, mais tenter voilà, de présenter les choses comme ça les arrange. Il peut y avoir quelques détournements d'informations. Alors, la tentation est grande, hein. Tout à l'heure, Ouais. Thomas parlait de l'effet réseaux sociaux aussi. Ouais. La tentation est grande aujourd'hui de communiquer dans ce jeu de négociation. Souvent, les négociations sont prises comme un rapport de force, et où chacun essaye, à travers une communication plus ou moins officielle, plus ou moins à droite, éventuellement d'avoir un rapport de force avec ses négociateurs. Voilà, quand je dis faux, c'est que voilà, par définition, tant qu'on est en négociation, rien n'est acté. C'est là où peut-être les mots parfois peuvent avoir leur importance, ou la maîtrise de la communication. Donc, malheureusement, en général, quand les choses filtrent dans les médias ou sur les réseaux sociaux, oui, on a malheureusement beaucoup de fakes où on devrait pas, ou des choses qu'on ne devrait pas dire parce rien n'a été acté encore. Ouais. Et du Ok. coup, je parlais de la dimension humaine, hein. Souvent, dans les négociations, ce qu'on va voir aussi, c'est des rapports d'ego, j'ai envie de dire. Voilà, il peut y avoir. Donc, si on veut une bonne négociation, par définition, même si le contexte est anxiogène, et même si, effectivement, c'est un sujet qui peut être sensible, hein, qu'une restructuration, il vaut mieux être dans le dialogue que dans le dialogue en face à face, et dans une réelle négociation, que dans un rapport de force médiatique qui souvent est improductif au final, quoi. Ouais.
Merci d'avoir pu prendre le temps d'échanger avec nous, Cédric. Tu peux peut-être partager de manière plus grande tes informations, tes coordonnées et surtout rappeler comment une entreprise ou les élus de CSE peuvent prendre contact avec toi et surtout sur quels aspects. Tu disais que tu intervenais sur les 3 côtés, mais peut-être rappeler comment tu peux intervenir avec notre audience. Alors moi, quand j'interviens, voilà, c'est soit pour l'entreprise, soit pour il faut savoir que l'expert comptable qui est nommé par le CSE peut s'appuyer sur d'autres experts aussi, hein, pour affiner son retour. Moi, j'interviens beaucoup sur la partie justement reclassement, mobilité, qui me passionne, je suis désolé de le dire, y compris là-dedans. C'était vraiment mon cœur. Donc, comment effectivement on optimise ce reclassement, comment on arrive à des résultats, pour ma part, à 97% de reclassement effectif pour les salariés qui peuvent être contraints au départ d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Donc ça, c'est toujours important. Après, j'ai un site internet, j'ai un numéro de téléphone, j'ai un mail, voilà, qui s'affiche. On enverra à tout le monde le document que j'ai essayé de résumer de manière un peu lourde. Je m'attendais peut-être à que ça soit plus interactif qu'aujourd'hui. Ouais. Je répondrai éventuellement aux questions, aux mails des participants ou des inscrits qui le souhaitent. Voilà, donc j'ai pas de souci là-dessus. Voilà ce que je peux dire globalement. Ça marche. Merci. Donc, du coup, à celles et ceux qui ont pu participer. Oui, vas-y. Si je peux me permettre, Émeric, voilà. Passez-moi plutôt un appel qu'un mail. Je fais référence à Thomas. On s'aperçoit que le numérique provoque parfois des vagues. Mais voilà, je parle de dialogue. Voilà, un appel téléphonique, ça me va bien aussi. Voilà, plutôt qu'un long mail, n'hésitez pas s'il y a des questions. Et j'avais essayé de faire un travail là sur le PowerPoint qui est peut-être plus précis si je n'ai pas abordé plein de choses, si on a été malheureusement un peu vite aujourd'hui, que j'invite tout le monde à lire. Voilà. Ça marche. Donc, du coup, je le rappelle, le fonctionnement, même s'il a donc, du coup, une 50aine de participants pendant le live, bien évidemment, tout sera accessible en replay. Vous aurez la possibilité sur YouTube, sur LinkedIn ou sur le site www.lajourneeducse.com de pouvoir bénéficier du replay au moment où vous le souhaitez sur ces 2 interventions, hein, l'intervention de Thomas sur le panorama des actualités en droit social, droit du travail, et sur l'intervention donc, de Cédric aujourd'hui sur le rôle du CSE dans le cadre d'un PSE, plan de sauvegarde de l'emploi. J'ai pris plaisir à l'animer, j'ai pris plaisir à m'entraîner, construire cette 18e édition avec vous. Je vous encourage, toutes celles et ceux qui le souhaitent, à pouvoir nous suivre nos intervenants, nos experts, mais suivre du coup la journée du CSE qui regroupe toutes les informations, hein, des articles de blog, des guides pratiques, les replays avec toutes les questions qui ont été posées durant les lives. Tout est accessible sur le site www.lajourneeducse.com. Je vous remercie à celles et ceux qui ont participé. Je vous donne rendez-vous, même si la date n'est pas encore posée, sur la 19e édition qui aura un focus sur le RSE et toutes les nouvelles normes environnementales qui vont impacter les entreprises et les CSE. Voilà, merci à celles et ceux qui sont encore là, on l'affiche à l'écran. Je vous souhaite un bon appétit, une belle journée, à très bientôt. Et puis, Cédric, je te laisse bien sûr le mot de la fin. Eh ben, le mot de la fin, merci Émeric. Et je m'aperçois que c'est pas un exercice facile, les webinaires, tu vois. Je vais détester me revoir en replay. Voilà. Mais en tout cas, c'était très intéressant et c'était très intéressant de participer. Voilà, c'est une bonne expérience avec la richesse de Thomas et la tienne. Et puis, si on peut dire quelque chose, effectivement, aux membres du CSE un peu plus particulier, mais j'ai vu qu'il y avait, c'était très varié le public qu'on avait aujourd'hui, y compris des chefs d'entreprise. Donc, sur des sujets complexes, on voit bien que le monde du travail aussi relève beaucoup de juridique, beaucoup de droit, beaucoup de méthodologie. Et donc, il faut se former, il faut essayer d'avoir un regard peut-être haut, un peu pertinent, parfois relever les émotions et travailler en équipe, surtout. En tout cas, merci Émeric et bravo pour les initiatives de la journée CSE et ton équipe. C'est gentil. Merci. Merci Cédric, à très bientôt. Au revoir. Très bien. Au revoir.